Good evening. Ops, bonsoir et bienvenue à notre leçon inaugurale de l'école urbaine 2020 qu'on a appelée Cities, Climate Crisis and Ecological Transitions. What a year that is. California is burning, Beirut is exploding, the COVID is killing, animals come to the city. What a year. Bienvenue à l'école urbaine. Et je m'adresse à la fois aux étudiants de M1 et de M2, de nos différents masters, et notamment au nouveau master qu'on a ouvert cette semaine, Governing Ecological Transitions in European Cities, ce qui explique évidemment le thème de ce soir. Bienvenue à tous nos partenaires qui nous suivent maintenant depuis pas mal d'années et qui nous aident à organiser, à penser, à réfléchir et à former nos étudiants. Bienvenue à tous les autres qui nous ont fait l'amitié de nous recevoir ce soir. Cities are at the same time the leaders and the targets of many of the transitions going on. We know that a lot of the pollution, a lot of the problems associated to the climate crisis are taking place in cities. But at the same time, we know that the solutions are also going to take place in those cities. And if we do not find collective solutions, either in small towns, in medium-sized cities, or in the big metropolis of the world, our world is in trouble. Donc la logique de l'école urbaine et de ce qu'on essaye de défendre ce soir, c'est que les politiques publiques, ça compte, que l'action collective produit des effets et que même s'il commence à être très très tard, on peut encore faire beaucoup de choses pour éviter le pire de cette crise climatique. Et donc ce soir, on a voulu inviter deux personnes qui vont jouer un rôle important sur ces questions-là, qui nous aident beaucoup à réfléchir, pour nous aider à penser, à réfléchir ces questions de changement climatique, crise climatique, et rôle des villes et transition écologique. Transition, on pourra y revenir. Donc, on est très heureux d'accueillir tout d'abord le professeur Sverker Zörlin, qui est un grand Européen. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a invité. Un grand Européen parce que c'est un historien suédois qui travaille au Royal Institute of Technology à Stockholm et qui s'est fait connaître par des travaux sur l'histoire de l'environnement absolument remarquables, par tout un ensemble de réflexions sur l'histoire des sciences, l'histoire des forêts, l'histoire de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, mais aussi par des réflexions sur denationalizing European thinking and knowledge. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment, on est très heureux de l'accueillir parce que ses travaux nous influencent beaucoup et on est très soucieux de savoir ce qu'il va pouvoir nous dire sur ce sujet-là. Et deuxièmement, on accueille, et c'est la logique de l'école urbaine, on a toujours d'un côté la recherche et de l'autre l'action, et on mélange les deux en permanence. We are very pleased to welcome Mrs. Karima Delli, who is a European MP in Strasbourg, and she's the president of the Committee Transport and Tourism. And she's one of those French MP who has been very influential and play a very important role in Brussels on ecological issues. She has been an MP since 2009. She has been part of the Green Party since 2005, and she was well known in France, not only because she studied political science. Yeah, but I can open it, but you cannot start your video because the host is. Hello. And also because she was very active in both interesting social movements like Sauvons les riches ou Jeudi Noir that played an important role to raise some of those issues in the French debate. And in the parliament, she also is in charge of a major report on social housing. So we are very pleased to welcome her, and she's part of a strategic committee of the Urban School. So she's a long-time companion of the Urban School. We are very, very pleased to welcome her at a time when the Parliament is also thinking about déclarer l'état d'urgence climatique, but that's something we will discuss. So these are our two guests for tonight. We welcome them. Thank you for joining us. We will start by Sverker Zörlin, who will give us the point of view from a famous European and historian, as I mentioned before, for 20 minutes. Then Karima Delli will take on for 20 more minutes, and then we'll have a debate, and I will moderate, get the questions, and raise some of those issues, and I'm sure we'll have a very lively debate because of all this. Thanks all for joining us, and without further ado, I'll give the floor to Sverker Zörlin for 20 minutes. Please. Thank you very much indeed. Dear colleagues, students and friends of sustainability, freedom and democracy, if I may say so. I've been asked to address you today as part of your opening ceremony for the academic year.
And I'm honored really to have been asked and to be given this opportunity. First of all, I should tell you that I work in KTH, as we heard, a university in Stockholm in Sweden, where we also have a special school called the Architecture and the Built Environment. And it comprises some 700 faculty and staff and 3,000 students, and with a turnover of about 100 million euro. And it has urbanism and planning and a construction department as well. But it also holds a department of history and philosophy, which within itself houses, since about a decade ago, the KTH Environmental Humanities Laboratory, which is currently the most expansive and dynamic part of our activities, I should say. I've been invited, at least I think so, precisely for that reason, because we are leaders in the integration of humanities knowledge in an otherwise quite conventional technical university, where humanities have traditionally not been much present. But also because of my research in the environment, on the environment in history, for example, on the history of the modern idea of environment. And I'm referring here to the book in the middle of this image that I hope you can see now, and the photo of myself with my co-authors, historians Libby Robin at the Australian National University in Canberra, and Paul Ward at the University of Cambridge in England. But I think I'm also invited to speak to you tonight because of my work on the importance of the environment in cities, what I have termed with my colleague Henrik Ernstson, grounding urban natures. And I shall return to these recent books in just a minute to give you the core ideas of these books. But let me first of all say a few words of what makes our time so challenging and our work and your studies so important. In fact, I think more important than ever, as we also heard about the current crisis of many kinds. The world, in fact, has never been just a pleasant place to be. It is always hard work to live. But that is why it's also meaningful to live. And it is meaningful because we know that one day we will not live anymore. Our lives are limited. We have this gift, for a while, of being among the living. And this means we also have to ask ourselves the question, what shall I do with my time on earth? One very good answer to this question is to pursue, like you do, the path of knowledge. And why? Because with knowledge, you not only lead a richer life yourself, you will also enhance the lives of others. You can rightly say to yourself, I commit myself to knowledge, because then I have a meaningful answer to the question of what I'm here to do during my life. So then, what knowledge? The wonderful thing is that almost any kind of knowledge could be pursued in a meaningful way. You have chosen urbanism, but that is perhaps not the most important thing. You could just as well have chosen literature or medicine or law or sociology or any field of study. What makes knowledge important now in our current moment is that we need it for a purpose that was less clear to us in the past, but now emerges as the most pressing of our concerns. We need knowledge, the best possible knowledge, to take us out of the crisis the world is in, and to rekindle that old word that we used to say very often in the past, progress. You almost never hear this word used anymore, progress. For a long time, we've heard people talk endlessly about wealth, competition, and the freedom to choose products and services in the market, as if the meaning of knowledge was restricted to the purpose of making nations more able to compete with each other, while the world is burning outside. I will not say that these are unimportant values. We need wealth, we need improved productivity, but I will say that progress is much more important.
And if we don't know what it means, we miss the point. So we must ask, is what we do improving life? Is it improving life for just a few or for billions of people? How do we know that we improve their health, their welfare, and their well-being? And the health and well-being of life itself and the conditions for how we can live together, soon 8 billion of us on this planet. How do we know that we improve that? That is why it is so important to think about the environment and about the nature of cities. That green book you just saw the cover of has a message. The environment is very recent. It is in fact from 1948. Yes, it has a year of birth. It was an innovation, arguably one of the most important innovations of the 20th century. The word itself, of course, is much older. Environ in French is a word from the Middle Ages. And in the 19th century, geographers and psychologists, and also urbanists, said that people are influenced by the environment. They said it was climate, as they also called it, that determined whether people could reach a high civilization, or if they were slow, ugly, and primitive. If the climate was hot, they were more primitive. If it was a bit cooler, they were more civilized. So environmentalism in the 19th century was very often deterministic and racist. After World War II, this whole way of thinking changed. The environment became this big thing around us that humans treated so miserably, with pollution, erosion, overgrazing, and overfishing. It was soon a problem, big enough to warrant the largest diplomatic and political conference ever held in 1972 in Stockholm, the United Nations Conference on the Human Environment. Climate is even more recent. It used to be a local thing. Now it became a global climate that was warming year by year because of CO2 emissions. That was an insight that became widely accepted only a few decades ago. So environment and climate are two ideas that have moved from the bizarre margins of human thought and perception to the very center. And it happened recently. Now they are central ideas in an emerging human-Earth relationship. It is a relationship we need to understand and to take seriously if we should be able to take us out of our current crisis. The world is in a revolutionary moment, just as it was in the decades around 1800, when you had your revolution in France. What the British philosopher Edmund Burke, who was horrified, said was the probably most important event in human history. It was also the time of birth of industrial modernism based on fossil fuels. This mechanistic age of CO2 was ushered in and transformed our world and created the world of mass and mega urbanism that we now live in. These profound innovations, the modern environment and the modern global climate, now represent cornerstones of our knowledge. But this knowledge is still not applied enough. We have not been able to draw the right conclusions of how to translate this knowledge into a functional, sustainable human-Earth relationship. We have not pursued what I call the second great transformation. But I think we have started it. When Europe decided on its Green New Deal and its crisis and restoration package this summer, it was with an insight that we cannot just restart the economy after Corona. We have to change it too. We must make it sustainable. We must invest.
in the green infrastructures, we must create green and clean jobs that sustain the earth, not destroy it. So for this, what do you need? You need knowledge. You must know how to do things differently. When soon 60% of the world's population live in cities, I can be even more precise. You need knowledge about cities. That is why your choice for life is so meaningful. You will be working on the most important issues of all, and you will need much broader knowledge than you could think about if you are going to be successful. Now, urbanism has for many years been marked by the idea that there is something called planetary urbanization. Planetary urbanization, a buzzword. I can see the point. Globalization has indeed made solutions travel around the world. And if green solutions could travel, a sustainable planetary urbanism would perhaps seem possible. And this may seem also an attractive idea. But this is not the world we live in. It just isn't the way cities are. And that is the core message of our book, Grounding Urban Natures. The book has extensive studies of the environmental histories and urban geographies of cities like Lagos, Cape Town, New Orleans, Delhi, Berlin, Baltimore, Dalian, China, Philadelphia, Cordoba, Argentina, Stockholm, Yizing City, China, and several others. And what we see is that there is no planetary urbanization. There are many cities, and they obviously share many similar challenges, but they all have their individual trajectories. You cannot erase their past, and you can't do away with their geography. You need to understand all of them individually. You also don't want to clone them, to make them all the same, but you must functionally transform the footprint of urban life. Now that is why you need knowledge. To know what cities are is a good place to start. And you don't know cities if you don't know their past, their people, their politics, and their place in the emerging new human-earth relationship. That is also why we are pursuing the environmental humanities so decisively. Humanities knowledge has always had a mission, of course, and like all fields, humanities have also made considerable progress. Now think of your own countrymen, Foucault, Bourdieu, Latour, Derrida. These four are among the top 20 most cited thinkers and scholars of all time and of all fields. They all came out of the human sciences. In fact, Michel Foucault is the only scholar of all times that have more than 1 million citations on Google Scholar. And he has been dead since 1984. Humanities changed the way we think about the world. That's why these people are so successful and famous. And perhaps French humanities have changed the world more than any other country. So urbanism is, in my view, part of the humanities. I could also put Henri Lefebvre up in that pantheon of much cited modern French thinkers. And if we leave France and go to current urbanism, we find names such as Ananya Roy, Mativa Babiskar, or Jennifer Robinson. Much of this new urbanism that you also find in our book is also about the growing cities in the global south. But urbanism is also a practice. You will engage directly in the world through design and through plans. In fact, that is what we intend the environmental humanities to also do. Perhaps not always through design directly, but through exploring real-world challenges. The skills of disciplines are still there. There are still historians like me, there are philosophers, anthropologists, but we are all important with our methodologies and concepts. And the growth of environmental humanities, digital humanities, medical humanities,
blue humanities about oceans and water, energy humanities, and so on. They signal that there is lots of knowledge out there that humanities can bring to bear. And of course, there is also now an urban humanities. It's there in Cape Town, in Basel, in Helsinki, Moscow. And there's a new book from MIT Press this year precisely under that title, Urban Humanities. Paradoxically, you are lucky to live in these times of crisis, because they are also the times of new integrative knowledge. You will be part of the second great transformation, and you yourselves will be transformed. That's the way it is with knowledge. Once you have it, there is no way you can get rid of it. Insight will change your life forever. It is just as Martin Luther King said in his I Have a Dream speech in Washington, D.C. on the 28th of August, 1963. The title of his talk was not those famous words that we now remember, all of us. No, instead, the title of his talk was Normalcy, Never Again. Once you have made insight, you realize you cannot go back. When you have tasted freedom, you can never accept slavery. When you know democracy, you will never stand dictatorship. When you understand that a world without destruction of our common earth is possible, you cannot return to an unsustainable life. The way out of this crisis is not to go back to the old normal, but to build a better world, another world, nothing less. I wish you the best of luck on your paths of knowledge. Thank you. Thank you. Message of optimism, and I think at this urban school here, we are very, very conscious and agree with you that we need to combine social sciences and humanities together with more technological knowledge. And the way to do this combination is always a challenge. So it's something that we are thinking. So your priority is to emphasize the issue of collective action and social change and public policy in order to emphasize the change. And I'm glad to, I should say that your invitation tonight was related to my colleague, Parinello, who is an historian of environment and your colleague. And it's no by accident that this new master degree is being headed by Giacomo. Now, let's go to the ideas of Karima Delli, our European MP, on cities and climate change. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici. Et c'est vrai, de vous parler par vidéo me brise un peu le cœur. Mais nous avons cet échange et ce débat. Quand j'avais votre âge, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, j'étais comme vous, étudiante. À Lille. Et vous savez quoi? Eh bien, par moment, dans l'éducation nationale, il y a certains professeurs qui peuvent vous éveiller de certaines vocations, et je voudrais vous remercier notamment les professeurs, parce qu'ils font un travail exceptionnel. Et il est vrai que moi, j'en ai deux qui sont de la science politique, et je voudrais dire merci à Frédéric Savicki et Rémi Lefebvre qui m'ont réveillée dans cette tentation qui est forte de dire que la science politique, dans la science politique, il y a la science, mais il y a la politique. Donc aujourd'hui, je suis la présidente de la commission de transport et tourisme au sein du Parlement européen. Je suis la première femme présidente d'une des plus grosses commissions de cette institution. Je vous dis ça pourquoi? Parce que déjà dans les années 2000, eh ben oui, c'est vrai qu'à cette époque, on commençait à parler. Les langues se dilataient un petit peu. On commençait à dire l'écologie avec ses enjeux, donc le climat et la pollution, représentait déjà un paradigme. Mais un paradigme complet dont personne ne voulait réellement en parler et qui avait pour vocation de redéfinir justement les politiques publiques. Et pourtant, je dois vous le dire, quand j'étais à Sciences Po, eh ben, on ne m'a pas appris la transition écologique. On ne m'a pas parlé de transition énergétique. Et donc, cette intervention, je voudrais vraiment dire merci à Patrick Gallès, merci à l'école urbaine, parce que oui, par l'urbain,
on a commencé réellement à mettre au devant de la scène cette thématique. Et je voudrais vous dire merci parce que moi, cette révolution, j'aimerais la faire avec vous pour que demain, vous m'aidiez à ce que l'écologie, on puisse en faire de la maternelle jusqu'à l'ENA. Parce que, comme l'a dit notre professeur d'histoire de l'environnement, c'est tout au long de notre vie que nous devons apprendre justement l'écologie. Alors, on va lancer tout de suite ensemble le débat qui nous concerne sur le sujet de fond. Donc, allons-y. Tout d'abord, une ville. Mais qu'est-ce que c'est qu'une ville? Je ne vais pas vous faire des définitions juridiques. Je ne vais pas vous donner un lot de définitions selon les sociologues, les anthropologues, les urbanistes. Parce que juste pour vous dire que ce serait trop long et je ne veux pas vous assommer de comparaisons historiques à n'en plus finir et je ne peux pas citer toutes les grandes et belles citations éminentes. Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de définition universelle de la ville. N'oubliez jamais. Alors ensemble, ce soir, j'ai envie qu'on parte, vous et moi, sur un constat de tous les jours. Du lever jusqu'au coucher, une ville, c'est seulement, ou simplement, je dirais, un territoire plus ou moins déterminé dans le temps et dans l'espace, où des femmes et des hommes dorment, travaillent, se forment, étudient, se divertissent, s'égaient, s'émancipent ou se font dominer. Ou ce sont des femmes et des hommes qui disposent aussi d'une liberté totale, partielle ou parfois inexistante, d'aller et venir dans l'intramuros ou hors des murs. Et on peut aussi ajouter qu'une ville, c'est un endroit où l'on est, on vit, on tombe malade, on se soigne, on vieillit ou on meurt. Aujourd'hui, sauf cas de force majeure liée notamment à des guerres ou à des pandémies, toute personne qui vit dans les villes dans le monde, c'est bien sûr la majorité de la population mondiale et européenne, et notamment française, est non seulement connectée spécialement au territoire, mais avec d'autres, tout en étant connectée par ça. Les réseaux sociaux. C'est ce que Michel Dussault, géographe et directeur de l'école urbaine de Lyon, appelle l'hyperspatialité, ou le fait que tout acteur spatial, toute personne qui se tient quelque part et où se déplace est potentiellement connectée ou connectable, et donc au contact d'un nombre indéfini d'acteurs spatiaux. Alors moi, mon hyperspatialité a commencé dans le nord de la France. Je suis née à Roubaix, dans la ville la plus pauvre de France, et j'ai grandi à Tourcoing. Et ces villes véhiculent justement, dans notre imaginaire, parfois des clichés, des symboles multiples, celles des beffrois, des églises, des mineurs de charbon et de l'industrie textile, mais aussi ceux de l'effondrement de ces modèles économiques dus à la mondialisation ultralibérale. J'ai aussi étudié à Lille, travaillé à Paris. Aujourd'hui, ma vie, mes fonctions, mes activités s'étalent principalement entre Bruxelles, Strasbourg, Paris, Lille. Donc. Et je suis extrêmement, je dois le dire, citadine, mais à la fois profondément ch'ti, profondément française, profondément maghrébine, profondément européenne. En gros, je suis cette ville qui vit. Pour vous dire que entre les 30 trains que je prends en moyenne par mois, je ne prends pas souvent l'avion, je garantis. J'essaie de prendre des trains de nuit et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais la centaine de villes que je visite par an, qu'elles soient grandes, moyennes, françaises, belges, anglaises, allemandes, je ne suis pas le témoin le moins bien placé pour les villes et leur transition écologique. Maintenant, une fois qu'on a mis un peu un cadre sur ce que moi et ce que nous devons absolument parler quand on parle de ville, il faut se demander pourquoi en ce moment on est en train de s'imposer dans nos esprits, et tant mieux, mais petit à petit des politiques publiques s'intéressent à l'idée de la transition écologique. Eh bien, tout simplement parce que, et ça a été rappelé par notre historien, mais parce que l'humanité est confrontée à l'un des plus grands périls
de sa courte existence, à l'échelle de l'histoire de la planète, voire du plus grand péril auquel nous n'ayons jamais été confrontés. Nous sommes confrontés quand même à la 6e extinction des espèces. La 6e, le taux d'extinction des espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors de la précédente extinction massive des espèces. Et ce, alors que ne sont pas pris en compte les animaux, dont nous avons une très bonne connaissance, les océans, les forêts, notamment les forêts primaires qui abritent un nombre indéterminé d'espèces qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous en ayons réellement entendu parler. Nous sommes en plein Anthropocène. Les dinosaures ont disparu à cause d'une météorite qui leur est tombée un peu sur la tête et nous pourrions être amenés à disparaître parce que nous avons développé des moyens, des objectifs de production, de consommation, mais qui marchent sur la tête. Alors, ces dernières années, et vous l'avez peut-être vécu aussi ces dernières années, quel que soit l'endroit où vous pouvez vous trouver dans le monde, mais ici en France, les records de chaleur se succèdent les uns après les autres. Mais surtout dans des endroits sensibles pour la survie de notre espèce. Par exemple, la sécheresse française, plusieurs régions comme l'Auvergne ou l'Ardèche n'ont jamais été aussi chauds. Mais on a parlé de l'Antarctique, on a parlé du Groenland. Et avec le Groenland, on a rajouté un mot, irréversible. Irréversible, ça veut dire quoi? On ne peut plus revenir en arrière. Lorsqu'on regarde aussi chez nos voisins, avec les steppes sibériennes, où le permafrost de Sibérie contient des tonnes de méthane, ce gaz encore plus dangereux que le CO2. Et si le permafrost fond et que le méthane est libéré dans l'atmosphère, c'est le pire scénario climatique qui pourrait s'annoncer pour nous. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, tous ensemble, nous devons comprendre une chose. La nature ne peut pas s'accommoder de petits pas. C'est terminé. Mais elle réagit à grande enjambée. Et ça, il faut avoir la lucidité, ne pas être dans un déni de réalité, mais considérer aussi qu'il y a des phénomènes, notamment la mondialisation, qui ont eu et qui ont encore justement des impacts. Michel Husseau disait aussi que la mondialisation qui a accéléré les émissions de gaz à effet de serre était issue, et ça a été rappelé, de l'urbanisation généralisée de la planète Terre. Le monde que nous vivons est fabriqué par l'urbanisation. L'urbanisation passe par les villes. Or, les villes représentent 70% des émissions de CO2 dans le monde. Et parallèlement, nous avons différents espaces de décision. L'Europe, par exemple, compte énormément sur les villes. Pourquoi? Parce que l'Europe a pour mission première, c'est inscrit dans les traités, la cohésion sociale et la cohésion territoriale. Elle a besoin que ces villes mettent la pression, notamment aux États. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, 2015, la COP 21. Vous vous souvenez, au-delà de ces États qui signent avec grand apparat des textes de cette COP 21, je le dis, même en Europe, les États ne respectent pas les objectifs de la COP 21. Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dépend donc de quelle échelle nous allons mettre la pression pour pouvoir faire en sorte que ce scénario, oui, COP 21, soit mis en œuvre. Et donc, la bonne échelle, quand on regarde notamment ce qui se passe dans le monde, et spécialement le focus européen, ce sont les villes. Les villes sont les nouvelles actrices du dérèglement climatique. Elles ont compris une chose, et je le répéterai toujours, devant vos professeurs, devant tous les ministres que je rencontre, devant des présidents aussi que je rencontre, devant des militants que je rencontre très souvent, mais je voudrais surtout vous le répéter à vous, cette jeunesse. Nous sommes la première génération qui subissons les effets du dérèglement climatique, mais nous sommes aussi la dernière génération qui pouvons gagner la bataille contre le dérèglement climatique. Alors, tout se joue maintenant. Et c'est ça qui est très motivant. Je vous le dis parce que, justement, je ne suis pas trop vieille par rapport à vous, mais nous sommes la même génération. La génération Fukushima,
la génération Greta Thunberg. Et donc, nous avons vu aussi les méga incendies en Australie. Nous avons vu justement un président américain qui se fiche complètement du dérèglement climatique, mais qui regarde cette population de la jeunesse qui se lève. Et nous sommes à la fois cette génération, oui, qui a connu le SRAS, mais aujourd'hui qui connaissons le Covid. Et donc, pour la première fois, je pense que René Dumont avait raison. Alors, René Dumont, vous ne l'avez peut-être pas connu, alors je vais vous dire qui c'est. René Dumont, c'était le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, notamment en 1974, et il disait ceci: n'attendez plus, il faut penser global, mais agir local. Et bien, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, cet adage devient une impérieuse réalité. Que ce soit moi, en tant que présidente de la commission de transport au Parlement européen, ou pour les nouveaux maires, parce que vous savez qu'en France, on a des nouveaux maires écolos qui viennent d'être élus, cette réalité se vit concrètement dans une transition qui est indispensable. Elle est indispensable parce que justement, les décisions que nous allons prendre vont toucher directement les différents domaines de la transition. La transition écologique n'est pas une transition élitiste. La transition écologique est une transition qui va s'attaquer de manière transversale, pluridisciplinaire dans tous les secteurs, que ce soit le transport, la gestion des déchets, le logement, etc., mais qui invente un nouveau modèle de société avec les habitants. Et ça, pour un but, changer leur vie. Avant de vous révéler un petit peu quels sont les modèles nouveaux de ces villes dont certains rêvent, laissez-moi vous dire quelles sont les voies qui, pour moi, sont des impasses à ne pas emprunter. Et je voudrais remercier Patrick Le Gallès pour son merveilleux ouvrage. Moque-toi. En tout cas, ce qui est sûr, moi, je ne rêve absolument pas et je n'écoute pas trop les grands slogans, et ils sont très nombreux au niveau européen, puisque l'Europe est quand même la grande place des lobbyistes. Et certains viennent vendre notamment le concept de Smart Cities. Alors, Smart Cities, avec derrière une ville plus intelligente. Mais pour moi, la Smart Cities, c'est un peu une arnaque city. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce concept qui a été pondu quand même par IBM et aujourd'hui qui est repris par les GAFAM est supposé optimiser les ressources de la ville, au premier rang desquelles l'énergie. À coup de spots publicitaires, les grands évadés fiscaux de la planète, puisque ça aussi il faut le dire, tentent de nous faire croire que l'interconnectivité, les smart cities, vont nous amener justement la réponse technologique, notamment à ce phénomène du dérèglement climatique. Alors on invente tout. L'Internet des objets, dont les seuls moyens est de faire parvenir juste en faisant ça, d'avoir des villes durables. Et ensuite, avec un mot d'ordre très simple, faites-nous confiance, vous vivrez la meilleure des villes, vous serez dans le meilleur monde. Et tout ça pour vous dire que cela n'est qu'une vaste plaisanterie. Pourquoi ? Parce que justement, comme le dit Jacques Ellul, c'est l'un des grands penseurs de l'écologie politique. La technique nous est dorénavant présentée comme la seule solution à tous les problèmes collectifs. La misère du monde, le chômage, la pollution, tout ça, on nous dit que le seul remède, c'est la technologie. Donc, comme le dit très bien Jacques Ellul, tout ça est bien du bluff parce que dans ce discours, on multiplie par son les possibilités effectives des techniques et l'on voile radicalement les aspects négatifs. Or, les aspects négatifs de la supposée Smart City sont nombreux. Je vous en évoque que quelques-uns. Tout d'abord, je tiens à dire que l'interconnexion n'équivaut pas forcément à intelligence. Je rajoute que pour des villes dont les ressources de financement sont de plus en plus restreintes, on voit de plus en plus que les collectivités ont du mal, parfois elles rentrent en compétition, et donc elles vont s'orienter justement à réduire des budgets dont nous avons besoin. La ville a besoin de missions de service public. Le service public, on sait ce que ça veut dire. Et bien là aussi, ne faisons pas
en sorte que des millions d'euros soient orientés sur une technologie qui n'apportera rien, alors que des services publics, nous en avons besoin. Rappelons aussi que les solutions des GAFA, c'est aussi de se jeter à pieds joints dans la dépendance envers ces groupes. Mais je vous le dis tout de suite, leur but à eux, c'est d'amener une technologie qui n'existera pas. Par exemple, le rêve quand même de Elon Musk, c'est que demain, nous puissions aller sur Mars. Je crois que ce n'est pas le tourisme de demain. En tant que présidente de la commission de transport et tourisme, je le garantis, ce ne sera pas ça. Et donc, la Smartisties, c'est aussi de nous réveiller et de rappeler que pour le produit, entre guillemets, de ces multinationales, il va falloir qu'on se fasse attention parce qu'ils n'ont qu'un but, récupérer des données. Parce que les énergies fossiles vont disparaître, le pétrole, l'essence, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la source aujourd'hui dans le monde qui est très très importante, c'est notamment la question de la donnée. Et ça, je peux vous dire que les GAFA sont les chercheurs d'or. À l'époque où aujourd'hui on est sans loi, notamment dans ce nouveau Far West, leur filon, c'est véritablement d'essayer d'exploiter nos données et c'est d'en assurer leur meilleure rente à eux. Non pas d'être dans l'intérêt général pour apporter des services, mais réellement de penser qu'à eux. Donc, je rappelle, et je tiens à rassurer tout le monde, je ne suis absolument pas opposée à la technologie. Je suis juste écolo, et quand on est écolo, eh bien aussi on est attaché à la propriété et aux biens communs. Les biens communs, c'est pour l'ensemble de la planète et ce n'est pas pour que certains s'enrichissent juste au nom de la technologie. Et donc, face à ça, il est vrai que je suis d'accord et je suis consciente que, bien sûr, comme l'a dit l'historien, nous sommes au bord d'un précipice qui peut nous conduire vers le pire scénario. Alors, il y a deux scénarios qui se présentent, et Patrick Le Gallès l'a un peu dit en introduction. Soit on se dirige vers un scénario un peu catastrophique dans la collapsologie en disant il n'y a plus rien à faire, replions sur nous-mêmes, attendons que ça se passe. Ou alors vous avez le deuxième modèle qui est un modèle, lui, qui vise justement à penser qu'il y aura justement la technologie miracle pour nous sortir de là. Mais moi, je pense que nous pouvons lever la tête. Lever la tête et regarder l'avenir en se disant eh bien, il y a une multiplicité d'imaginaires du local. C'est ce que présente Bruno Latour dans son dernier livre « Où atterrir ». Il incite à explorer justement le lieu où nous vivons pour lui redonner de l'importance. C'est la différence avec l'imaginaire catastrophique. Et dans son discours « Comment penser l'Anthropocène », nous avons Philippe Descola qui parle également de l'habitabilité de la Terre. Et on voit bien que dans les recherches même éco-psychologiques, on voit à quel point, lorsqu'on s'intéresse notamment à l'environnement, on a une importance incroyable avec notre mental, ça nous met de bonne humeur. De retrouver de la nature en ville, ça nous permet justement d'avoir une vision autre, d'éviter justement le repli sur soi-même et justement de retrouver notre capacité d'agir. Capacité d'agir parce que justement, lorsqu'on voit que le confinement, malheureusement, a montré des situations qui étaient incroyables. Le confinement a été la situation la plus proche de celle avancée par, oui, les théories de l'effondrement. On a vu des CSP+, qui ont pu travailler, notamment en télétravail, commander leurs courses en ligne, s'occuper de leurs enfants, s'exposer le moins possible au Covid, alors que les populations les plus précaires ont continué à travailler, ont continué à prendre les transports en commun, être un peu aussi assignés à résidence dans leur logement trop petit, dans leur logement mal isolé, et à être aussi davantage exposés au virus. Et donc, l'effondrement, ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, la véritable question, c'est de dire face à ce contexte qui est parfois un peu anxiogène, il va falloir qu'on retrouve le sourire et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Et vous savez quoi? Je vous donne un secret. Vous devriez tous lire le livre de
de Rob Hopkins. Le Rob Hopkins, c'est l'un des principaux acteurs et penseurs du mouvement des villes en transition. Et on se rend compte que ceux qui s'engagent ne sont pas catastrophiques, ne sont pas des catastrophiques. Ils se mobilisent avec un objectif, vivre mieux tous ensemble. Et vous savez ce qu'il dit, Rob Hopkins? Le pessimisme est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. On peut juste se permettre de se retrousser les manches. Eh bien oui, moi, j'ai fait de ce mantra, justement, ma stratégie de vie depuis tous les jours. Car il faut déclencher, oui, une volonté de résilience. Alors, tout le monde parle de résilience aujourd'hui. Avant, on parlait des villes durables, des villes inclusives, des villes sympas et des smart cities. Aujourd'hui, on parle des villes résilientes. La ville résiliente, ce n'est pas juste un concept à la mode. Faites attention. La ville résiliente, c'est réellement que les humains retrouvent leur territoire. Et on ne peut pas aller vers la transition écologique urbaine qui consiste à la fois à produire moins de CO2 pour ralentir le dérèglement climatique de 2 degrés, mais aussi il va falloir qu'on s'adapte aux effets du dit dérèglement sans mettre en place, une politique de résilience urbaine pour certains et pas pour les autres. Et donc, cette capacité justement d'un système urbain à absorber aussi tous les chocs. On n'avait pas prévu le Covid, mais peut-être que demain, on aura d'autres chocs climatiques, sanitaires, etc. Donc la résilience, c'est se retrouver justement prêt si on est face à des nouveaux chocs. Et dès lors, justement, le concept de résilience, c'est la nécessité d'adapter le fonctionnement de la ville, de toutes ses composantes, ça veut dire tous les acteurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des citoyens, que ce soit des enseignants, tout le monde est dans une volonté de répondre à ce choc. Et là, on met en place concrètement une ville en transition écologique. Et donc, je rappelle juste aussi que la volonté, et ça je le vois avec notamment mon travail, c'est que pour aller vers des villes en transition et en appliquant justement le modèle de résilience, cela revient concrètement à prendre, mais puis à rompre, des perturbations majeures qui illustrent, et on l'a un peu dit tout à l'heure, l'accaparement urbain. L'accaparement urbain, ça c'est un vrai grand sujet. L'accaparement, et notamment moi qui suis dans les transports, l'accaparement du tout voiture. Le tout voiture individuelle, des voies de transport, mais aussi de toutes les politiques budgétaires qui découlent de cette voiture. Et en tant qu'écologiste, je peux vous le dire que la voiture a dévoré notamment la ville. Les villes aujourd'hui se sont construites aussi autour de cet objet depuis trop longtemps. Et au fait, le problème, c'est que la voiture, elle va engendrer aussi d'autres phénomènes. La voiture engendre la création de plus d'aéroports, de centres commerciaux, de gares. Et Christophe Guilly le dira très, très bien dans son livre qui s'appelle notamment « La France périphérique ». Alors, on n'est pas d'accord avec Patrick, mais c'est bien, on va pouvoir en débattre. Justement, cette bagnole individuelle a été pensée en tant qu'individuelle. Sauf qu'aujourd'hui, cette ville est aujourd'hui trop pétrodépendante. Et ce n'est plus possible. Car on a dessiné des villes avec des gens qui sont à l'extérieur, qui travaillent à l'intérieur et qui sont assignés à rouler longtemps pour ce qu'on leur a fait un peu croire que tout ça n'était pas cher. Alors on a inventé notamment le diesel. Alors ça, je peux vous le dire que c'est un de mes grands combats au sein de l'Union européenne. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai fait notamment un des plus belles actions, je crois, de mon mandat. J'ai révélé l'affaire du Dieselgate. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a environ maintenant 5 ans, des constructeurs automobiles avaient triché sur la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est ce que vous respirez tous les jours. Et lorsque la pollution n'est pas bonne, vous ne pouvez pas fermer
le robinet. Vous la respirez tous les jours. Vous en avez besoin. Et ces constructeurs automobiles n'avaient pas respecté les normes européennes. Ils ont triché. Triché aux dépens de la santé des habitants. Et donc moi, mon but, il est très simple. Quand Patrick Le Gallès dit tout à l'heure, il faut mettre les mains dans le cambouis et que je suis un peu restée, parce que je suis un peu militante, mon rôle a été très simplement de dire que désormais, c'est terminé. 1, on ne triche pas avec les normes européennes. 2, il faut sanctionner. Mais 3, ma vie et mon rôle de député est très simple, c'est rendre l'air pur. Rendre l'air pur, ça veut dire sortir le diesel des villes. Sortir le diesel des villes, c'est aussi toutes les villes qui s'engagent de plus en plus à sortir la voiture des centres-villes, mais plus du tout à juste une petite échelle. Il y a énormément de villes aujourd'hui en Europe qui s'engagent justement à sortir du diesel et ensuite sortir la voiture. Vous voyez, c'est progressif. Et en même temps, parallèlement, j'essaie de mettre en œuvre des politiques qui règlent cette question de la pollution de l'air. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du climat, mais la ville concentre aussi cette thématique de la pollution de l'air. Il y a 2 jours, l'Agence européenne, notamment de l'environnement, a déclaré qu'un habitant sur 8 en Europe meurt à cause de la pollution de l'air. Les chiffres sont terribles. C'est 600 000 morts prématurés. Et les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. Donc, moi, mon but, il est très simple. C'est véritablement de changer la manière de se déplacer à l'intérieur des villes. Alors, vous allez me dire, mais Madame Delli, tout ça, c'est bien beau, mais on commence par quoi? On commence comment? La première chose, c'est de commencer. La première chose, il est véritablement vrai, quand on a envie d'agir, on se pose toujours des questions, on regarde ses voisins, on se dit qui va commencer le premier. Alors, je crois qu'il ne faut pas attendre. Il faut vraiment montrer à quel point, justement, vous n'êtes pas juste des étudiants, vous êtes aussi des citoyens. Et à un moment, justement, il va falloir faire en sorte que une des grandes causes qui vous tient le plus à cœur, eh bien, vous la faites partager. Et donc, il faut en parler. Le fait d'en parler vous permet justement de montrer que défendre, par exemple, des arbres pour ne pas les couper dans les villes peut révolutionner une ville. Le fait de se battre contre un grand contournement autoroutier peut changer la ville. Le fait de montrer que oui, on peut retrouver justement une sécurité alimentaire, parce que je rappelle qu'en temps de Covid, si on regarde toutes les villes, aucune aujourd'hui n'est capable d'avoir cette sécurité alimentaire plus de 3 jours, et notamment ici, à Paris. Eh bien, il y a plein de villes, notamment dans le monde et en Europe, qui décident de, oui, réinvestir les territoires pour inventer cette agriculture de proximité. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche réellement sur énormément d'exemples. Je vais prendre un exemple très concret, Albi. Albi, c'est une ville qui est dans le sud-ouest, dans le Tarn. Au fait, Albi a décidé de mettre à disposition, à côté du centre-ville, 73 hectares, justement, pour de nouveaux agriculteurs bio et en circuit court. Et vous savez quoi? Ça marche désormais. Et durant le Covid, justement, cette agriculture de proximité locale, je peux vous assurer, a assuré justement un lien social avec notamment les habitants, mais 2, bien sûr, de la création d'emplois, mais 3, surtout, leur sécurité alimentaire. À Grenoble aussi, une ferme maraîchère en bio a été lancée et permet à tous les habitants de planter des fruits, des légumes, mais directement, pignon sur rue. Vous voyez, je ne peux pas faire la liste de l'ensemble des villes, mais pour pouvoir agir, n'ayez pas peur. Il faut d'abord commencer. Et ensuite, parce que je ne veux pas être trop longue, parce que je vois que le temps tourne et je vois qu'on me fait signe qu'il va falloir conclure, je dirais 2 choses. La ville de demain fera cette transition écologique en n'oubliant pas notamment les femmes. Je le dis parce que quand je suis frappée aussi, les femmes justement, qui sont aujourd'hui moins payées que les hommes, qui occupent majoritairement des emplois précaires, on ne regarde pas le genre justement dans
l'espace des femmes. Et pourtant, c'est très, très important. Lorsqu'on regarde notamment une femme avec une poussette dans l'espace urbain, on se dit, mais comment elle va faire? Lorsqu'on regarde que les femmes sont souvent elles qui portent des sacs de courses, conduisent des enfants, et justement, il est grand temps que leur présence soit légitime dans les espaces publics. Et je dois rappeler qu'il y a énormément d'études. Et c'est vrai qu'il y a, même en France, l'étude qui dira, et c'est terrible, mais 100% des femmes ont déjà été victimes d'agressions, par exemple dans les transports en commun ou dans un espace urbain. Alors, ça nous poser aussi la résilience. C'est pas seulement juste la question environnementale souvent, c'est aussi les questions un petit peu nouvelles qui sont des questions aussi de vie et de société. Et donc, la transition doit faire davantage d'égalité et les femmes, elles ne peuvent pas se contenter de prendre la rue en affichant des messages sur les murs quand leurs sœurs, leurs amis sont assassinés par leur conjoint ou ex-conjoint. Elles doivent retrouver aussi cet espace public. Pas seulement des mots, mais laissons-leur aussi leur espace. Alors, vous avez compris, c'est la conclusion. Je crois que chaque commune, c'est un peu une cellule souche de ce modèle de résilience. Chaque territoire a le moyen de développer une vraie stratégie de transformation écologique. Le changement, il viendra d'abord de chacun d'entre nous, il viendra aussi des territoires, parce que je crois que le niveau, souvent le niveau national comme le niveau mondial, lui, est un peu bloqué. Et donc, les maires ont une marge de manœuvre incroyable d'aller dans cette direction. Alors, c'est vrai que moi, je suis très fière d'avoir des maires écolos, mais je crois qu'ils ont une responsabilité très forte. Ils ne doivent pas décevoir. Alors, vous aussi, vous êtes avant tout des citoyens. Vous allez apprendre énormément de choses parce que vous êtes les bâtisseurs, notamment grâce à cette école urbaine. Et donc, n'attendez pas la révolution verte. Faites-la. Montrez que vous êtes en train, avec les villes, justement, de bâtir un nouveau projet de société qui est en quête de sens et en plus de ça, qui répond aux enjeux de la planète. Merci bien, merci Karima Delli. On a deux interventions très complémentaires qui nous permettent de lancer le débat assez rapidement. Alors, on a déjà reçu des questions. L'idée, c'est bien sûr que tous nos étudiants, either in French or in English, comme toujours à l'école urbaine, we try to be bilingual. So you just ask your questions whatever the language. And our two colleagues, Sverker Sørlin, s'il est encore là. Je pense que oui. Sverker? Oui, you're here. So I will ask the question in English and then you answer it in English and Karima will answer in French. First question just came in and the question is, how do you manage some ecological transition when you still have a market economy and forms of capitalism? Or in other words, how do you manage either the balance or the contradiction between forms of a market economy and the priority to fight the climate crisis? How do you see that at the urban level? Sverker, possibly? Yes, I can speak to that question. I think, first of all, we need to still recognize that we have capitalism. So we need to somehow, whatever we think about that, and I suppose most people still agree that there's quite a number of advantages for that system. So when I said I think we're in a revolutionary moment, I didn't suggest that was meaning necessarily a Marxist revolution and to skip capitalism, but I was thinking more of a profound change. And I think actually we have learned by now that we can use both state power and I actually very much liked, I must say that from Karima, this capacité d'agir, that expression, and also the words on diversity, and also il faut commencer, we need to start. And I think that's the way to do it, to both use the civic society, the popular movements, the force from below, so to speak, and to use the political power. I still believe very much in elections and things like that. Who is the president and who is prime minister and who runs the government is still very, very important. So we need to play this out politically. But that said, I think we can also use the capitalist institutions and structures if only we could somehow push the market in certain directions, put up incentives
that are big enough for the companies to respond. And one final word on this is that when I speak from Sweden, we see now new alliances being built. There's an initiative from the government to actually implement an organized change to bring down the CO2 emissions by organizing sectors of the economy together, where firms go together and actually commit to change. And I just spoke to the General Secretary today on that mission, and he called me up to discuss some details. And he has done a fantastic job in bringing the various industries together. They usually compete, but when it comes to actually pushing down the CO2 emissions, they collaborate. And that's also a way to do it. Thank you. Alors, quelle priorité pour les villes sur cette dualité développement économique capitaliste et priorité à l'environnement? Alors, tout d'abord, je crois que si on a une grande priorité aujourd'hui, c'est les biens communs. Et les biens communs, c'est la protection notamment des terres. Je tiens à dire que justement, pendant trop longtemps, le capitalisme a détruit énormément de terres pour installer des grandes surfaces, pour exploiter. Regardez ce qui se passe partout sur nos territoires. La France perd tous les 6-7 ans un département, ce qui est complètement désastreux en termes notamment de notre capital humain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de priorité? Il faut d'abord reconnaître les biens communs. Les biens communs, c'est notamment la nature qui doit absolument appartenir à tout le monde. Les forêts, l'eau, l'air qu'on respire qui devrait être pur. Et ne pas considérer tout ça comme des marchandises. Ça ne s'achète plus. Donc la véritable bataille pour les villes, et je le dis demain, ça va être la question notamment des terres et des sols. Il faut arrêter justement de grappiller sur ces sols et il faut les faire revivre. Et je tire la sonnette d'alarme et je crois que notre collègue historien de l'environnement sera d'accord avec moi. La question des années à venir va être la sécurité alimentaire. Et donc, il va falloir réellement que toutes les villes et à tous les niveaux soient complètement en priorité avec ça. Et ensuite, moi, je suis très triste aussi qu'on ne parle pas assez de réintroduire de la biodiversité dans les villes. Et ça, et je pense que l'école urbaine va mener des chantiers qui seront énormes. La biodiversité dans les villes, c'est-à-dire comment... Alors, vous savez, il y a eu le Covid, tout le monde a dit « Oh, mais c'est incroyable, on entend le chant des oiseaux. On voit réapparaître les animaux. » Et donc, il faut faire cohabiter, nous, humains, mais aussi l'ensemble des vivants dans les villes. Et ça aussi, alors j'ai deux priorités, désolée, c'est la sécurité alimentaire et retrouver beaucoup plus de biodiversité et donc de nature dans les villes. Merci pour ce petit coup de chapeau à Bruno Latour, qui a été cité par nos deux intervenants et qui était notre collègue ici pendant longtemps. Ah, donc, oui. On est très heureux de le saluer en passant. Next question. Do we need a digital decolonization from GAFAM? What do you think in Stockholm? Can you develop the question a little bit? From what you said? To what extent do you think that in cities there is forms of digital colonization related to those large firms that we call the GAFAM? Do we need to take some distance from them and to get rid of them? Yeah, I know that the sentiments about these really vary across Europe. Some countries are more hostile than others, I suppose. And I think we need to be cautious. I think you could describe the current world, the current planet that we live in, also as a digitized planet. In fact, it's a mediated planet. We've built so much data around the planet, and this is a mixed thing. On the one hand, we need all this data to understand the Earth system, to understand how nature operates, and also to understand how we as humans intervene and also destroy this planet. That's the good side. The bad side, of course, is that the
power over this data is being assembled only on too few hands. It's a big danger that what used to be actually controlled by public agencies in different countries, a diversity, a spread of this knowledge of the data, is now being concentrated in a small handful of very large firms that then they already control our souls and minds through the internet. Are we also going to allow them to control nature and to run the business in the oceans and in the atmosphere? I doubt that. So I think there is certainly a very important question that was asked there. There is a call. I think we should have a call for a decolonization of that and to actually maintain control in the hands of society. And that's, I think, also another very good phrase from my colleague as a speaker here, is this thing about le bon commun, le bon public, the common good. And I think that is a very, very important political idea, and that could be applied to this idea of de-digitalization or decolonization of the planet. I think we need to somehow, in a sense, I'm not a nationalist, far from it. As you said, I'm a very avid European, but still I think we need to maintain control over some of these processes so that we just don't export them to Google. Même question? Ben, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Oui, rapidement, alors on passe à d'autres questions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je tiens à dire à notre très court, c'est que l'Europe est là. L'Europe est quand même le continent qui est une première force pour protéger vos données. Et c'est vrai qu'on a inventé des nouveaux outils pour les protéger. Et l'Europe est attachée à nos libertés, mais sera demain attachée aussi à la souveraineté de vos données. Donc, sur cet aspect-là, il est vrai que notre mot d'ordre doit être très clair. Oui, on peut être pour la technologie qui nous a franchis, non à la technologie qui nous a servi vraiment selon notamment les intérêts de ces grands groupes. I have now a question on food security and urban agriculture, which is a big consensus to develop urban agriculture now. That's probably better this way. So there's a big consensus to develop urban agriculture. How far can it go? And do you think it will solve all this problem of food security? Question one. And question two, related to that, is it really a priority for the EU? Because there are still lots of questions about CAP and the limited grading of CAP. So do you see a contradiction at the EU level between what is said and what is done in terms of encouraging forms of urban agriculture, but also the logic of CAP? How do you reconcile them? Maybe Karimas? Alors, c'est un vrai paradoxe, vous avez raison. C'est-à-dire que pour faire de l'agriculture urbaine, aujourd'hui, on est en train de se reposer la question après une catastrophe qu'on appelle le Covid. C'est terrible. Pourquoi? Parce que pendant des années, on a bétonné, on a bétonné, on a bétonné. Et on n'a pas regardé aussi le phénomène des transports. D'où venaient ces marchandises? Ce qui fait qu'on est dans un double déclin, en fait. Un déclin avec un impact très fort lié au transport et un impact très fort, notamment de nos territoires. Et dont, je le dis, une terre qui a été donnée au béton est une terre où on ne fait pas pousser de quoi manger aujourd'hui. Donc la véritable menace, qui est cette menace notamment de souveraineté alimentaire, je crois qu'il va falloir aussi qu'on se réveille sur un grand débat que nous allons mener dans les semaines à venir en Europe, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui va justement et qui va devoir faire en sorte que les dirigeants regardent ce qui se passe notamment du territoire et pour développer notamment dans les zones urbaines une agriculture de proximité. Mais une agriculture de proximité, c'est aussi des habitants. Et donc, il va falloir aussi former à ces nouveaux métiers. Et il va falloir aussi respecter, et je le dis il va falloir respecter notre éducation aussi à l'alimentation. C'est-à-dire, par exemple, les tomates, c'est pas en décembre. Vous voyez?
Voilà. Et donc, la question aussi de la saisonnalité, et le professeur d'histoire de l'environnement sera d'accord avec moi. Je pense qu'on a un vrai problème, notamment de l'histoire des saisons. Par exemple, c'est quand même fou qu'en hiver, on ait besoin de chauffage, comment on appelle ça, des chauffages à l'extérieur pour pouvoir se chauffer, alors que nous ne sommes pas en été. Nous sommes en hiver, par exemple, vous voyez. Ou alors, on est en train de partout, on parle de climatisation, mais la climatisation, alors que c'est les... Vous voyez, donc il y a énormément de choses à faire, mais je pense que la bataille se fera au niveau aussi européen sur ce volet-là de la PAC. Et ensuite, sur les territoires, c'est de lutter contre tous les grands projets inutiles. Je suis contente qu'en France, on ait arrêté Notre-Dame-des-Landes. Je suis contente que des militants et des habitants se lèvent contre EuropaCity qui pouvait détruire des hectares, notamment de sols fertiles pour une agriculture. Je pense qu'il va falloir aussi se battre dans les années à venir contre ce type de grands projets inutiles. Sverker, any new views about food, urban agriculture and food security and the contradictions? Well, I think much has been said, but maybe I would say that this seasonality thing is important, of course, for us in the north. We would be happy to still receive some wine from France, for example. We can't grow that. There's a certain virtue in trade. But maybe I should make a small comparison here. One colleague of mine wrote a book some years ago about what he calls car society. Car society. How was the ways paved for car society? There was a big expertise growing after the war in the 50s and 60s. They took over the schools of planning. They took charge of places like Sciences Po, the KTH in Stockholm, and they ran the place. So it's also a matter of what expertise is there. And I think if you want to push agriculture in the urban setting, I think the moment is now. You want to do that. You also want to colonize the institutions with people who can change the agendas. So it's not just a matter of market forces, things like that. It's also a matter of the education, actually. Who sits there in the institutions and who can take over and be the controlling expertise. I think we're in a moment when it's not only the foodstuffs and the vegetables and the wine, it's also about the other animals, the other living beings. I think we are thinking much more these days about problems with extinctions, problem with our cohabitants of this earth. And if they can live better in the cities, I am all for that. Thank you. I've got a question about the Global South and big cities in the Global South. So what can the EU do about that? Like to raise the ecological conscience of inhabitants of the Global South? And how do you see these priorities are given to the resilient city or fighting the climate change, the climate crisis in Global South cities? That's me? Yeah, maybe. Yeah, that's a super big question, of course. Again, well, it's like, do we ask big questions, you know? It's a challenging and fascinating question, because it's a little bit like this whole debate about who's going to actually do the big work for climate. The West, the rich countries, have already used up so much of the atmosphere, and now we look to China and the Global South to do the rest of the work. It's a little bit like this here too. We've already developed very large cities in the north for a long time. And now we point to the Global South and say, why don't you do it better? I think we need to collaborate here, and that's why I think the European Union is crucial. The European Union is a player on a magnitude where you can actually take up collaborative schemes. You can exchange, you can train, we must realize that it is not an either-or situation. We couldn't have just a different urban development that is unsustainable in the north and then ask the south to be sustainable. We are in this together. I think that is a very important point to make, and that's why we need exchange and need to learn from each other. And again, schools like ours are very important in that exchange. We need to take students from all over the place, and we need to export the talent also to work in other parts of the world. So we need this exchange. Yep. Karima Deli? La question, c'était exactement... Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la conscience écologique des habitants dans les grandes villes du Sud, et quelles doivent être leurs priorités sur ces questions de changement climatique? Alors, je crois qu'il faut... Moi, je défends le concept d'écologie populaire. Tout d'abord, c'est des concepts.
C'est-à-dire, vous voyez par exemple la Convention citoyenne en France, on a mis des gens qui n'avaient pas le même niveau sur les connaissances sur la transition écologique. Et bien, pendant 3-4 mois, tout le monde était réuni pour qu'on ait les mêmes connaissances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'éviter qu'ils reproduisent nos erreurs à nous et leur dire qu'ils ne sont pas responsables. Et je pense que notre historien doit le rappeler aussi, c'est-à-dire concrètement, ceux qui sont responsables un petit peu des gaz à effet de serre, c'est les pays du Nord. Ce n'est pas les pays du Sud. Et à un moment, c'est eux qui vont subir nos propres excès. Alors, on ne peut pas leur en vouloir qu'à un moment, ils nous regardent en disant « mais nous, on veut faire pareil ». Ça, c'est compliqué, vous voyez. Donc moi, je crois que la première des choses, et ça va être aussi un des grands rôles, notamment de l'Europe, c'est de montrer à un moment que notre modèle de développement n'a pas été forcément le meilleur. Mais de montrer aussi que sur leur territoire, il y a des choses extraordinaires qui se font. Et notre collègue historien parle de collaboration, de coopération. Moi, je pense qu'il va falloir que l'Europe, qui a déjà des outils, on a la Convention des maires européens, mais on a aussi City Energy, il y a plein de choses où justement les villes vont se reparler pour dire ça ne peut marcher, mais ça ne peut pas marcher. Et aussi de se dire que chaque ville est unique dans le monde. Il n'y a pas de modèle qu'on peut appliquer. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est ce que vous dites, au fait, c'est de réinventer des lieux où on puisse échanger les bonnes pratiques, mais éviter d'enclencher les erreurs qui amènent tout le monde dans des scénarios catastrophes. Merci. Questions on the nuclear energy. To what extent you see the nuclear energy as an essential component of the post-carbon city? Well, yep. Oh, please go. Start, Stefan. Well, I'm certainly not an energy expert, but I'm surrounded by several energy experts, and they also always tell me that nobody can afford nuclear power anymore. To build new nuclear power is simply not making it in the marketplace. Some countries like France did it a long time ago and still keep them and can run them. We have quite a number of nuclear plants in Sweden as well, and we will run them for another several years, but we are thinking of phasing them out. And I think what is growing in the world now, what should be growing, is solar and wind. So renewables across the board. And I don't think it's really it's not a major strategy that I can see working now. It's in the mix, it's in the energy mix still, and it will remain there for some time, but it's not the future. Karima Delli? Alors, sur le nucléaire, moi, je suis une écologiste de longue date, donc il est vrai que cette énergie, nous ne la prônons pas. Non pas par dogmatisme, mais par pragmatisme, parce que l'énergie nucléaire coûte très cher, amène des déchets nucléaires dont on ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. Et la troisième chose, c'est que ne nous permet pas d'être dépendants quelque part. Et donc, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme alternative? Et je crois que la première étape, on l'oublie toujours, même au niveau européen, c'est que l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est elle qui va devoir être un petit peu notre tentation de demain. Ça veut dire qu'il faut réduire notre consommation d'énergie. Ensuite, il va falloir travailler sur un mix énergétique. Il est vrai que certains pays sont en avance sur les énergies renouvelables, ce qui dépendent de l'eau, qui dépendent du vent. On parle de l'hydraulique, on parle des éoliennes, on parle énormément de plein de choses alternatives. Mais en même temps, on ne doit pas rester jusque sur l'électrique, même si en ce moment, le débat en Europe, c'est par exemple la voiture électrique. Je dis, la voiture électrique n'est pas écolo. Et ensuite, ça ne suffira pas parce qu'il y a d'autres énergies. Et on va regarder, par exemple, l'énergie qui se découle aujourd'hui un petit peu aussi sur d'autres formes comme l'hydrogène, qui a aujourd'hui un véritable marché au niveau européen qui n'est pas assez boosté. On va regarder d'autres choses. Mais la véritable question, c'est aider tous les pays qui
Et là, il faut sortir des énergies fossiles. Et je pense à des pays comme, par exemple, la Pologne, qui dépend énormément du charbon. Et il faut accompagner ces pays. Ça prendra un peu de temps. Mais en même temps, je crois que nous, dans notre pays, on a pris aussi du retard. Alors, on dit que oui, le nucléaire, c'est bas carbone, etc. Mais je peux vous assurer que les risques qu'on prend ne sont pas terribles par rapport à notre avenir. Here we have an interesting question on the limits of the coercion, or what some people call punitive ecology. You mentioned, Karima, that you want to get rid of cars in cities, but there's a question here about all those people living around those cities and who are dependent upon the car. So where do you see the limits of exercising some constraint on individuals for the use of cars? What are the limits of changing the behavior of people, developing incentives, or using forms of constraint? Maybe Karima first? OK. Alors ça, c'est un très grand sujet. Well, we are interesting students, so we're going to ask interesting questions, you know. Alors tout d'abord, je tiens à dire que l'écologie punitive n'existe pas. Le fait de ne pas faire d'écologie, là, c'est punitif. Et ce n'est pas seulement punitif pour soi-même, c'est punitif pour l'ensemble, notamment des habitants de cette planète. Donc, l'écologie ne sera jamais punitive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je regarde le focus qu'on me dit à chaque fois, c'est sur la voiture. André Gorz disait cette phrase qui est extraordinaire, il disait « Le vice profond des bagnoles, c'est qu'elles sont comme des châteaux ou comme des villas sur la côte. C'est des biens de luxe qui ont inventé pour le plaisir exclusif d'une minorité d'abord très riche et que rien dans leur conception, leur nature ne l'a destinée au peuple. Hein. Donc, au fait, elle n'était pas réservée justement à tout le monde. Maintenant, vous me parlez justement du périurbain qui n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'on a fait des choix très monstrueux. 90% des Français, par exemple, habitent à moins de 10 km d'une gare. Mais les gares ont été fermées, alors que tout le monde prenait justement le train. Donc, les alternatives, il faut les mettre en place. Par exemple, on a inventé les services publics de la mobilité. Quand vous êtes dans les villes, vous avez des métros, des transports publics, vous avez des trottinettes, etc. Avant, il existait des services publics dans les zones périurbaines ou même rurales. On les a supprimés. Alors que moi, je crois qu'un des piliers de la République, quand même, c'est liberté, égalité, fraternité. Et dans l'égalité, tout le monde n'a pas accès à la mobilité. Et donc, c'est là où, justement, il faut créer aujourd'hui, pour réconcilier notamment ceux qui sont dans les villes et la périphérie, ou ce qu'on appelle souvent les hors-villes, justement, il faut renforcer des nouveaux services publics de la mobilité. Et ensuite, c'est une question qui est importante parce que le prix, notamment d'une voiture, augmente puisque le prix du pétrole, et le pétrole va devenir de plus en plus rare, donc va devenir cher. Et une voiture, ça coûte environ 6 000 € par an. C'est beaucoup de frais, au fait. Sauf que des populations qui n'ont pas les moyens de rester dans les centres-villes vont dans le périurbain ou dans le rural. Et au fait, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste les services appropriés et en plus de ça, ils payent plus cher que les autres pour aller dans les centres-villes. Et là, il y a quelque chose justement sur la tarification, notamment pour dire on peut faire autre chose. Et donc, moi, je suis parfois dans les villes et je suis contente que le premier pays en Europe l'ait fait, c'est pour la gratuité des transports, où on voit quoi? Que les zones rurales qui ne bougeaient plus, parce que c'est ça aussi le drame, hein. Lorsque vous n'avez pas de mobilité, vous êtes immobile. Vous ne regardez plus le monde, vous ne regardez plus vos voisins. Et ça, c'est terrible parce que vous n'avez plus accès à rien. L'Estonie est le premier grand pays qui vient de mettre la gratuité des transports. Alors, c'était juste les transports en commun, partout dans le pays. Et maintenant, les pays commencent à se battre pour cette gratuité des transports. Par exemple, là, on vient, c'est les Luxembourgeois. Ils viennent de faire, alors ils n'ont pas les mêmes moyens, ça je veux bien reconnaître, mais ils viennent tous les pays se battent, ils viennent de rendre la gratuité des transports en commun, mais ils vont plus loin puisqu'ils viennent de rendre aussi la gratuité du train. Vous voyez ? Et nous, on a quand même quelques villes aussi où on a la gratuité, notamment par exemple Dunkerque, qui est quand même un bien commun. Et on voit aussi les populations les plus précaires qui retrouvent justement une mobilité dans la ville grâce à des transports communs et ils n'utilisent plus leur voiture. Kirsten from Stockholm, do you see some
risk of punitive ecology, for instance? Does it make sense in relation to the use of cars for people living in the periphery, for instance? Well, I think this is a very interesting question. First of all, you can put in schemes. For example, you can tax traffic. You can have road tolls as you enter cities. We have such a scheme now since 10 years back in Stockholm. They are putting it in Oslo and other places. And that, of course, cuts down the number of cars in the city. The harsher you make these schemes, the more protest you can expect. And we have taken a lot of interest in Les Gilets jaunes in France and being so militant about the rise of fuel prices, for example. We had similar revolts in Sweden, but not so much. And I think this speaks to the core issue here, I think, is justice and fairness. And I think also Karima talked about that before. You couldn't just look at this as a technological issue to put in incentives or schemes. You need actually to redistribute property and money in society. The differences, the social difference, economic differences are growing too wide, and that will undermine the legitimacy of these schemes. If these taxes are increasing, if the fuel prices are going up, as Macron tried to do, the poorer people will simply not accept that. They can still understand the rationality of it, but they won't accept it. So I think this points very much to social and economic policy. It's not just a thing about urban planning. And it speaks also to, I think, what Karima mentioned here is about public transport and about railways. We need to invest. We have invested too much in private traffic and private consumption, basically, for 30, 40 years now. It's time to change that. And that's the best way to both save the cities and also to solve the climate question. Thank you. We have last questions, then we have to answer quickly because the time is close to the end. Are you both in favor of, we have several questions about that, about densification and the limits of urban sprawl? Dirk, quickly. Yes, that's an important question for me. I was almost a missionary for densification in the 1980s and 90s. That was my silver bullet of the time. Just densify and we will solve the problem. I'm still basically in favor of pretty dense cities, but I've seen some problems. First of all, the thing we discussed a moment ago about aliments, about growing vegetables and foodstuffs from cities. That's not easy to reconcile with densification. You need some spaces to grow fruits and vegetables, and that's one thing. And also you need parks, you need recreational areas, you need livable cities in multiple dimensions. And I think in practice, I've come to modify my preaching of densification quite a bit. I think that is again where pluralism of cities is coming into the picture. We cannot expect every size to fit all. We cannot have similar cities all over the place. They will be different. Some places will have less parks, others will have more parks, and that's something to also to embrace and to cherish. We can live with this diversity. So yes, I think with some modification. Karima, rapidement. Sur la densification, ça va être un grand sujet. Maintenant, la véritable question, c'est qui aura accès à la ville? Parce que si vous faites, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais si c'est pour faire des villes très belles, des villes vitrines, où on a des arbres, des îlots de chaleur, etc., mais que c'est avec toutes les complexités économiques à côté, par exemple, l'explosion des prix des loyers. Quand vous mettez juste un cœur de parc, vous voyez tout de suite que les prix des loyers explosent. Donc, toute une partie des populations vont malheureusement partir. Donc, vous voyez, il y a l'aspect, et vous le disiez, monsieur l'historien, et je dirais ça en conclusion de ce débat, il n'y aura pas de justice environnementale s'il n'y a pas de justice sociale. Et donc, les deux pieds, chers étudiants, je crois que c'est la fin, c'est ça. Et donc, merci. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vos professeurs, vous, les historiens, les anthropologues, on est tous sur le même bateau, donc il va falloir tous ensemble qu'on soit des acteurs de cette révolution verte. Et c'est maintenant que tout se joue. Donc, la montre est lancée. Donc, je suis très contente de
de ce master et merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous les deux. Il me reste à vous remercier tous les deux pour votre participation. Je remercie tous les étudiants et toutes les personnes qui ont participé à notre débat. Giacomo Parinello et puis Guillermo Martin et toute l'équipe de l'école urbaine qui a organisé cela ce soir et Sciences Po qui nous permet de développer tous nos projets au sein de l'école urbaine. Merci à tous et on va poursuivre évidemment pour quelques temps. Merci bien. Bonsoir. Merci à vous.